Donc le sujet data étant clos pour maintenant, on passe à tout à fait autre chose dans une intervention d'un type complètement différent, puisque nous allons être sur un sujet qui évidemment traverse toute la planète, tous les sujets, et qu'il était important qu'on puisse en parler avec vous. Et pour cela, on appelle Monsieur Tim Seed, qui est spécialiste des stratégies digitales et IA. Et je le remercie infiniment de prendre ce temps et d'avoir pris ce temps pour être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil de votre accueil. Bonjour à tous. Bon, à titre personnel, je suis très heureux d'être là. Je suis un ancien professeur de EM Lyon. On est dans les anciens locaux de EM Lyon ici. J'y ai été étudiant. Je revois certaines de mes places. Et j'y ai été professeur pendant longtemps. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, où effectivement, on va parler IA, qui est un sujet qui est presque pas abordé en ce moment. Hein. C'est un truc un peu rare, un peu niche en fait. J'ai juste une première question. On va faire un pas en arrière. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez utilisé ChatGPT? La première fois que vous avez été en contact avec une IA générative? Je ne vous dis pas ça au hasard, ça fait 3 ans que ChatGPT est sorti. OpenAI a sorti son service la semaine prochaine, ça fera 3 ans. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous l'avez utilisé? C'était ChatGPT 3.5. C'était pas mature du tout, c'était un peu erratique. Mais rappelez-vous de la première fois où vous en êtes servi. Rappelez-vous du sentiment de parler à une machine en langage naturel, avec des réponses en langage naturel. Pour tous ceux d'entre vous qui ont été en contact proche ou un peu éloigné avec l'informatique, vous voyez toutes les lignes, on tape toutes les lignes de code. Moi, j'ai appris à coder en BASIC quand j'étais adolescent. Donc le BASIC, un langage presque mort. On codait 1000 lignes, on oubliait une virgule, rien ne fonctionnait. On parlait avec des commandes et on adressait le logiciel avec des lignes de commandes. Quand ChatGPT est arrivé, on a commencé à lui parler normalement, comme on parle à un assistant, comme on parle à quelqu'un. Et il nous répondait dans un langage normal. Il y a un mot pour définir ce qui s'est produit lorsque ChatGPT est sorti, c'est ce qu'on appelle le choc. On est aujourd'hui à l'ère des chocs, dans un peu tous les domaines. On avait une forme de tranquillité et d'aptitude à prévoir il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est à l'ère des chocs. Et dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine des centres de formation, des écoles, des universités, quel que soit le domaine de la formation, on a eu 2 grands chocs, 2 chocs majeurs. Le premier choc, c'est le choc du Covid. Et vous vous en rappelez certainement si vous étiez directeur de formation, si vous étiez enseignant, si vous dirigiez une université ou un IAE ou une école. Vous vous souvenez de ces centaines d'heures de Zoom avec ces cases noires en face de vous, avec les gens désespérés parce qu'ils avaient un Zoom à 8h30 ou à 9h, ils se levaient 2 minutes plus tôt et ils avaient des problèmes à entendre. Pourquoi est-ce qu'on avait des problèmes avec Zoom? Parce qu'on avait des problèmes avec le son, on avait des problèmes à assister, on avait des problèmes d'engagement. Parce qu'en fait, la pédagogie n'était pas conçue pour ça. C'est une solution qu'on a choisie pour éteindre le feu, en fait. On s'est retrouvé dans une situation qui était très simple, où les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, mais il fallait continuer à les former. Alors comment on fait pour continuer à les former? Bon, on choisit la première solution qui est là. Teams est sorti quelques temps après. Donc on a eu ce premier choc qui a été le choc du Covid et toutes les conséquences qui allaient avec. Eh bien, ce premier choc, il a changé les comportements des apprenants. Alors, je ne sais pas si vous êtes en contact très très fréquent avec les apprenants sur des longues périodes, mais on voit tout à fait une évolution du comportement des apprenants, qu'on soit en formation continue ou en formation initiale, avant le Covid et après le Covid. Les gens ne veulent plus apprendre de la même manière. Avant le Covid, vous formiez des managers, vous pouviez en mettre 30 dans une salle pendant 3 jours, en face d'un apprenant, d'un sachant, et il enseignait. On pouvait faire ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous faites ça, à la fin de la première matinée, vous commencez déjà à avoir des problèmes avec plusieurs personnes qui viennent se plaindre. On ne peut plus faire ce genre de choses. On ne peut plus faire du synchrone exclusif aujourd'hui dans une salle. C'est plus possible. Ça devient extrêmement difficile. Le Covid a introduit de nouvelles façons de ce qu'on appelle engager l'audience. Le Covid a introduit les combinaisons entre les enseignements synchrones et asynchrones.
le Covid a introduit, ou plutôt nos réactions au Covid, ont introduit des modifications de comportement qui font que le lien entre connaissance et compétence a été altéré. On ne le pratique plus de la même manière aujourd'hui. Ça, c'est le premier grand choc que nous avons vécu. Puis le deuxième grand choc, c'est l'arrivée de l'IA générative, qui est de manière extrêmement simple. Aujourd'hui, l'IA est partout. Alors, je parlerai un tout petit peu de système multi-agent un peu plus tard, ou alors on en parlera pendant les questions si le sujet vous intéresse, mais ce n'est pas du tout nouveau, en fait. C'est juste que c'est nouveau parce que ça a pénétré la société, alors qu'avant, c'était dans les laboratoires ou auprès de personnes spécialisées. Moi, je travaille sur les systèmes multi-agents depuis 2012. Ça n'intéressait personne. C'était du jeu vidéo. Pour les relecteurs, c'était du jeu vidéo. Ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Donc on en parlera un petit peu si vous le souhaitez. La présentation n'est pas centrée sur les systèmes multi-agents, mais on est quand même sur quelque chose qui arrive là et qui arrive extrêmement vite. On va en parler un petit peu si vous le souhaitez. Donc on a deux chocs majeurs. On a la phase du Covid et puis on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout ça, ça implique trois choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est nous avons une modification qui est dorénavant considérée comme permanente des processus d'apprentissage. Les gens n'apprennent plus de la même manière aujourd'hui par rapport à il y a 3, 5 ans, 10 ans. Ça, on le constate partout, on a des études qui le montrent, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire une thèse de doctorat pour s'en rendre compte. Vous voyez bien que quand vous voulez apprendre quelque chose aujourd'hui, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Vous savez quel est le mot le plus tapé dans YouTube? C'est tuto. Aujourd'hui, YouTube est la principale plateforme mondiale de e-learning. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Parce que les gens veulent... Moi, j'ai retapé une maison, j'ai appris à poser du placo avec YouTube. Ça, c'est une modification du comportement des apprenants. Il y a une dizaine d'années, qui pensait qu'il allait apprendre des choses essentielles dans son métier avec YouTube? Qui pensait qu'il allait apprendre à utiliser de l'IA? Je répondrai à toutes les questions ensuite. Le deuxième choc, c'est que les règles du jeu ont complètement changé. Et elles ont changé définitivement. Le rapport entre les organismes de formation s'est vraiment transformé. Avant, il y avait vraiment les universités et les écoles. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de centres de formation qui se sont créés. On est aux alentours de 3500 écoles en France. Et il y a l'émergence de nouveaux dispositifs de formation. Aujourd'hui, les certificats ont de la valeur. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années ou il y a une quinzaine d'années où on ne jurait que diplôme. Tous les dispositifs d'apprentissage ont changé et les conséquences sur l'apprenant aussi ont changé. Et le dernier élément qui est très important, c'est que le marché de la formation a changé. Les conséquences de ces deux chocs se sont imposées à nous tous. Et elles ne se sont pas imposées de manière statique, elles se sont imposées de manière dynamique. C'est-à-dire qu'on vit tous ces conséquences, et ces conséquences sont en train de changer un peu partout. Alors, je vous propose un schéma très simple qui est un parcours d'apprentissage. Bon. Alors, je l'ai simplifié volontairement. Globalement, on a trois grandes étapes. On a une première étape qui est la notion de connaissance. Lorsqu'on apprend quelque chose, on apprend des connaissances. La deuxième étape, ce sont les compétences. Et la troisième étape, c'est l'évaluation. Alors, en fonction des livres que vous utilisez ou des principes pédagogiques que vous allez employer, vous allez voir 7 étapes, 11 étapes, 15 étapes. Mais globalement, on a trois grands agrégats. Le premier agrégat, c'est la connaissance. Comment est-ce qu'on accède à la connaissance? Il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, on allait dans un amphi, dans une salle, puis on avait un sachant qui nous apprenait. Puis on prenait un livre, et puis on allait un petit peu sur Internet, mais globalement, le lien à la connaissance était un lien qui était plutôt descendant. La seconde étape, l'étape qui suit, c'est la compétence. La compétence, c'est ce qu'on appelle une connaissance mise en mouvement. C'est une connaissance qui est dynamisée, en fait. Je mets en œuvre ma connaissance. Je la mets en œuvre. Quand j'apprends la boulangerie, il y a un moment où je vais faire du pain. Donc j'apprends la théorie de la panification, et puis je vais aller faire du pain. Je reparlerai des boulangeries aussi un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses dont je vais parler plus tard. J'apprends à le faire. Et donc il y a une mise en œuvre. Cette phase de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle la compétence. C'est l'acquisition d'un processus qui va mettre en œuvre les connaissances. Puis la troisième étape, c'est l'évaluation. Comment est-ce que je sais si j'ai bien acquis les compétences? Comment est-ce que je sais si je sais bien mettre en œuvre une connaissance que j'ai acquise préalablement? Je dois être capable d'évaluer cela. Donc cette évaluation, elle peut être extérieure. J'ai quelqu'un qui va m'évaluer, ou alors je peux faire de l'auto-évaluation. Là, vous voyez, je suis en train de vous expliquer comment on faisait de la pédagogie il y a une quinzaine d'années ou il y a une vingtaine d'années. Parce que vous voyez que sur chacun de ces éléments-là, vous imaginez extrêmement facilement une application IA
un service IA ou un service, ce qu'on appelle de l'agentique, pour sortir les grands mots, qui peut adresser chacun de ces points. Vous voyez très bien comment je peux les découper. Par exemple, pour l'apprentissage, pourquoi est-ce que je continuerai à lire des livres si je peux utiliser ChatGPT ou Claude ou Mistral pour aller lancer une requête et avoir accès à un texte qui m'explique ce que je dois apprendre, mais qui sera résumé? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je n'irais pas sur YouTube pour voir un expert m'expliquer en 2 minutes 30 comment faire cette tâche? La notion de connaissance, elle devient multifacette. Elle prend un très grand nombre de formes différentes et elle est adressée complètement par l'IA. Les vidéos que vous voyez sur YouTube, par exemple, parce que énormément d'apprentissage se fait sur YouTube, les vidéos que vous voyez sont mues, elles vous sont proposées en fonction de 3 à 5 algorithmes. Et ces algorithmes ont un nom, hein, ce nom vous le connaissez, il s'appelle Gemini, c'est l'algorithme de Google qui a été généralisé à YouTube. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien, aucune connaissance avec laquelle vous êtes en contact qui n'est pas propulsée par une IA dans les très grands dispositifs. Okay? Donc la question de la connaissance, elle est impactée. La question de la compétence, comment vous mettez en œuvre, comment vous faites, cette question de la compétence aussi, elle est impactée. Parce qu'avant, on apprenait comment? On apprenait à faire et puis ensuite on faisait. Mais aujourd'hui, vous pouvez apprendre, acquérir des certificats, par exemple, en ligne, avec des QCM qui sont automatiquement générés, ou même des expériences. On a aujourd'hui des agents qui vous permettent de tester une compétence par une conversation. C'est-à-dire que vous parlez avec un agent, qui est en fait une sorte d'avatar, un personnage, et dans la conversation, il est capable de déterminer si vous avez acquis les compétences ou pas. Eh bien, ça, c'est aussi très récent. Et enfin, l'évaluation. L'évaluation, on la fait comment l'évaluation? On peut la faire aussi avec des processus d'IA. Donc le résultat, il est très simple. C'est que chacune des briques, connaissance, compétence, évaluation, chacune des briques qui étaient en possession complète d'un organisme de formation, que ce soit une université, une école ou un centre de formation, chacune de ces briques, aujourd'hui, elle a été démultipliée et elle est aujourd'hui délivrable à travers des services d'IA. Donc le résultat est très simple en fait. C'est ceux qui savent les utiliser et les déployer, et puis ceux pour qui c'est plus compliqué. Ça, c'était la période des chocs. Il y a des conséquences à ces chocs. Et je vous ai mis les 5 obsessions les plus légitimes, les 5 points qui reviennent le plus quand on parle de ces chocs. Alors oui, on parle de flécher les apprenants, trouver les bons apprenants, on parle de moderniser l'ingénierie pédagogique, de faire croître l'entreprise. Tous ces éléments-là, ils sont tout à fait justes, mais je pense qu'il faut les centrer sur l'apprenant. Donc je vais vous les représenter d'une manière un petit peu différente, à travers l'apprenant. Ça, c'est une variante de ce qu'on appelle la customer centricity. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce genre de choses. C'est une autre façon de concevoir l'apprentissage. Centrons l'apprentissage sur l'apprenant. Bien, lorsque vous êtes un organisme de formation, quel qu'il soit, vous avez 3 enjeux majeurs. Votre premier enjeu, votre premier enjeu, ça va être d'identifier l'apprenant pour le type de métier ou le type de formation que vous voulez délivrer. C'est ça le premier enjeu. Votre deuxième enjeu, ça va être de toucher l'apprenant. Quand vous l'avez identifié, vous ne l'avez pas encore touché. Et votre troisième enjeu, ça va être de le transformer, cet apprenant. On va prendre un instant quand même sur ces 3 éléments parce qu'on touche au cœur de ce qui est en train de se produire actuellement. Sur le premier élément qui est identifier l'apprenant. Ce qu'on faisait avant, c'était on publiait des formations. Et puis on avait les gens qui venaient. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sur des dispositifs de ce type-là qui ne fonctionnent pas. On a énormément de métiers, ce qu'on appelait avant l'école bleue. On ne trouve pas les apprenants sur les métiers de la boulangerie, sur les métiers de la plomberie, sur la maçonnerie. Tous ces métiers-là, on ne trouve pas. Et donc on se disait, c'est pas grave, on est meilleur sur l'école blanc. Sauf que sur l'école blanc, on n'est pas bon non plus, en fait. Sur plein de métiers de la finance, par exemple, on a du mal à trouver. Sur plein de métiers très spécifiques du marketing, on a du mal à trouver. Sur tous ces métiers-là, on a du mal à trouver. Il y a une raison à ça, qui est une raison un peu ancienne, et il y a une logique derrière celle-ci. La raison à ça, c'est que énormément d'organismes de formation concevaient leur formation en fonction des ressources dont ils disposaient. Pas vraiment en fonction du marché, mais en fonction des ressources. Moi, j'ai une équipe d'enseignants, je dois occuper mes enseignants, je dois former des gens à certains métiers, j'ai ces mots-clés qui émergent. Pour former les gens, ce que je vais faire, c'est je vais monter une formation avec les ressources dont je dispose. Je ne vais pas aller chercher d'autres professeurs ou d'autres enseignants alors que j'ai une spécificité. Alors je peux avoir recours à certains vacataires, mais je vais plutôt le faire dans ce sens-là.
Sauf qu'avec l'IA, on est en train de basculer dans une autre logique. L'autre logique sur laquelle on est en train de basculer, c'est la conception de formation qui ne sont plus centrées sur les préoccupations du centre de formation, mais qui sont centrées sur les préoccupations de l'apprenant ou les besoins sociétaux des métiers qui correspondent à l'apprenant. C'est une logique qui est complètement différente. Ça veut donc dire que si vous devez, dans cette première étape qui va être d'identifier l'apprenant, vous allez devoir faire ce qu'on appelle des personas, des profils comportementaux des individus. Vous allez être obligé de faire ça en utilisant plutôt des méthodes qualitatives. Vous allez être obligé d'utiliser ce qu'on appelle les CRM, c'est-à-dire des logiciels qui vont vous permettre d'enregistrer les relations que vous avez avec ces apprenants. Vous allez être obligé de faire ce qu'on appelle de la génération de leads et du lead nurturing. Il faut aller toucher les gens qu'on a identifiés et en les touchant, on va essayer de communiquer à ces gens-là de l'information pour arriver à les flécher vers le bon métier, vers l'endroit où on veut les emmener, vers l'endroit où on veut les accompagner. Ces méthodes-là sont des méthodes modernes qui doivent être utilisées. Donc la première chose, ça va être la création des profils des apprenants. Si la question qui se pose, c'est de trouver les bonnes personnes pour le bon métier, il faut d'abord passer, juste avant nous parlions d'analyse de données, il faut d'abord passer par de la collecte de données et de la mise en forme de données pour concevoir des profils d'apprentissage. Ces profils d'apprentissage, avoir des fiches de poste ou des fiches RNCP, ce n'est pas suffisant en fait. On ne peut pas aller aussi loin parce qu'on doit se concentrer sur les comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'emploi des technologies IA, on a beaucoup moins tendance à faire ce qu'on appelle de la segmentation sur des paramètres psychosociaux ou économiques, et on le fait beaucoup plus sur des paramètres qui sont des paramètres comportementaux. Et en fait, on peut le faire avec des services d'IA, alors que c'était très difficile de le faire avant. Donc on va avoir la première étape qui va être d'identification. On va concevoir des personas, et on va créer des flux d'analyse de ces personas, et on va faire rentrer ces personas dans des logiques de génération de leads et de lead nurturing. La seconde étape, ça va être de les toucher. On va les chercher à l'endroit où ils se trouvent. Et trouver des apprenants à l'endroit où ils se trouvent, il y a une très grande surprise que je vais vous annoncer, c'est que énormément sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très surprenant. Mais la plupart des gens qui sont, ou ceux qui sont en errance en termes de formation, c'est-à-dire qui cherchent, qui ont du mal à trouver, ou ceux qui sont insatisfaits par les formations dans lesquelles ils sont, ou alors ceux qui veulent aller plus loin, il y a une chose qui est systématique, c'est qu'ils ont besoin d'en parler, et ils en parlent. Le truc, c'est où est-ce qu'ils en parlent? Ils en parlent avec leurs amis, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils en parlent sur les forums dont nous disposons en 2025, qui ne sont plus les mêmes types de forums dont on disposait il y a une dizaine d'années, qui sont essentiellement les réseaux sociaux. Et lorsqu'on analyse un petit peu ce qui se passe sur TikTok, par exemple, ou dans certains channels sur WhatsApp, on découvre qu'en fait, les gens sont très préoccupés par les formations. Et ils posent des questions qui sont très précises. Et ils ont des enjeux qui sont extrêmement bien formulés, qui sont assez peu interprétés par les centres de formation. On va assez peu chercher l'information à l'endroit où elle se trouve. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis le dernier point qui est très important, quand on se centre sur l'apprenant, c'est l'effet de transformation. Quand on forme quelqu'un, on le transforme. C'est-à-dire que la personne qui est venue vers vous, qui s'est inscrite à une formation, cette personne-là, ce ne sera plus la même quand elle sortira. Et je vais prendre l'exemple de la boulangerie, qui est un exemple aujourd'hui qui est... Enfin, les principes de formation, je ne sais pas s'il y a des centres de formation dans le domaine ici, mais les principes de formation à la boulangerie ont énormément changé ces dernières années, parce qu'en ce moment, on a un effondrement de l'économie des boulangeries traditionnelles. Les boulangeries traditionnelles s'effondrent actuellement. Il y a des statistiques qui montrent que ce sont les boulangers qui possèdent 2 ou 3 boulangeries qui s'en sortent en boulangerie traditionnelle. Mais les boulangeries uniques traditionnelles sont en grande difficulté. Et il y a une reprise d'une part de marché importante du marché des boulangeries par les boulangers qui se forment aux méthodes traditionnelles avec le levain, par exemple. En fait. Donc vous seriez étonné de savoir à quel point on peut utiliser l'IA, par exemple, dans ces métiers traditionnels. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a un mouvement qui est très important de modification des comportements des acheteurs de pain et qu'on a un mouvement très important des personnes qui se forment à la panification et à la fabrication du pain. Parce qu'en fait, l'accès à une formation, c'est une transformation. Des gens qui vont se former pour faire du pain et qui viennent d'un autre métier, ils ont leur vie qui est transformée. Ils changent de statut social, ils changent d'activité, ils changent de rythme familial, ils changent de tous ces éléments-là. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que tout est fait
de formation a un effet transformateur sur les personnes qui viennent se former. Et là, qu'on parle d'un étudiant en master qui vient se former au marketing digital à Bac+5 et qui a 20 ans, à un jeune qui décide, qui passe de la mécanique générale à 15 ans en apprentissage à la jardinerie ou la boulangerie. Il y a un effet transformateur. Cet effet transformateur, il est vraiment très structurant chez les apprenants. On le voit parfois dans certaines fiches RNCP où on voit des éléments de compétences qui correspondent à la projection d'un individu dans le futur, à la projection de quelqu'un qui se forme et qui va devenir quelqu'un d'autre. Mais on l'a pas mal quand même sur les formations de type master, on l'a un peu moins, ou sur les métiers de la formation professionnelle, on l'a moins de manière générale. Le troisième point, c'est la réponse à cet enjeu. Donc la première chose, c'est qu'on a eu des chocs. La seconde chose, c'est qu'on a eu les effets de ces chocs, avec le fait de devoir concevoir des formations d'une manière différente. Et le troisième point, qui est un point important, c'est les modèles économiques des entreprises qui sont plutôt IA compatibles. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très important. Vous ne pouvez pas utiliser l'IA ou intégrer l'IA dans votre organisation ou dans votre projet juste parce que vous en parlez, en fait. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pas parce que vous parlez IA constamment en fait que vous allez changer les pratiques et que les gens vont se former. Donc la première chose qui est fondamentale dans les approches qu'on appelle IA-based ou IA-ready, la première chose c'est qu'il faut avoir un objectif. L'objectif c'est la chose dont vous ne pouvez pas vous passer quand vous avez un centre de formation, quand vous créez des programmes à l'université, quand vous êtes une école et vous créez de nouvelles formations. Vous êtes obligé de définir a priori un objectif. Vous voulez aller où? Vous voulez former des gens pour faire quoi? On ne sort pas des formations qui sont basées sur l'IA uniquement parce que l'IA est à la mode en fait. C'est le genre de choses qui n'a pas de sens. Rappelez-vous un truc, rappelez-vous la mode des métavers il y a 3 ans. Je sais pas, vous vous souvenez de ça? Tout le monde en parlait constamment. Les métavers, c'était l'avenir. Les mondes virtuels, tout le monde en parlait constamment. Second Life, toutes les facs, toutes les écoles voulaient commencer à redonner des cours dans Second Life. Ça a duré combien de temps cette histoire? Ça a duré environ 6 mois. Et ensuite, ChatGPT est sorti en fait, et tout le monde a basculé. D'ailleurs, on l'a vu économiquement avec les fléchages de financement. Il y a eu énormément de financements qui ont été fléchés sur les mondes virtuels à cette époque-là, et ces financements ont été refléchés sur l'IA. Meta a été le premier à faire ça. Donc la première chose, c'est la finalité. La seconde chose, c'est la structuration des données. Si vous voulez comprendre exactement qui se forme, pourquoi il se forme, comment ils se forment, vous devez analyser vos données. Il y a énormément de centres de formation et d'écoles qui sont assis sur un matelas de données qui est absolument considérable, dont ils ne font absolument rien. En fait, l'analyse des comportements des apprenants, c'est quelque chose qui est vraiment hyper crucial. Je vais venir sur un point qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on forme les gens énormément en combinaison distancielle, présentielle, ce qu'on appelle les formations hybrides. Ce que les gens font en ligne est important. Les moments où ils se connectent, le temps qu'ils passent à se connecter, les exercices qu'ils font, le travail en groupe, ce genre de choses, c'est important. Ça permet de mieux comprendre comment ils suivent des formations. Alors, c'est moins la mode pour les MOOC, mais quand on analysait les données des utilisateurs des MOOC, on avait ces informations-là. On savait quand les gens se connectaient, comment ils se connectaient, combien de temps ils restaient connectés, ce qu'ils faisaient sur les MOOC, les leçons qu'ils revoyaient, là où ils abandonnaient, les tests qu'ils faisaient. Ça nous permettait de bien comprendre comment les gens apprenaient, en fait. Aujourd'hui, on a énormément de données qui nous permettent de bien comprendre comment les gens apprennent. Ce qui compte, c'est comment les gens apprennent et comment on peut transformer les gens en fonction de ces mécanismes d'apprentissage. Le troisième point, ça va être le processus de prise de décision. Quand vous voulez former des gens, vous pouvez les former à énormément de choses, mais il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des décisions qui doivent être prises, en fait. Et je prends un exemple très simple, c'est la question de l'ingénierie pédagogique. Lorsqu'on construit une ingénierie pédagogique pour délivrer des formations, donc moi je suis un ancien de Lyon ici, donc j'ai conçu plein de formations. J'ai conçu des formations essentiellement dans le domaine du digital, qui étaient pour les formations initiales et les formations continues. Quand on forme des dirigeants, on ne peut pas utiliser du tout le même type d'ingénierie pédagogique que quand on forme des gens en formation initiale, même si les compétences sont les mêmes, en fait. Parce qu'en fait, ce dont il faut tenir compte, c'est du processus d'apprentissage, toute la dimension cognitive des personnes qui vont apprendre. En fait, les gens n'apprennent pas tous de la même manière. Et si vous n'acquérez pas d'informations suffisamment solides pour comprendre comment les gens apprennent, eh bien, vous ne pouvez pas former correctement les gens, vous ne pouvez pas utiliser correctement l'IA pour former les gens, parce que vous n'avez pas de données à fournir à ces dispositifs. Et ça, c'est ce qui rentre complètement dans le processus de prise de décision. Le
quatrième point, que j'aurais dû mettre en premier point, qui est à mon sens le point le plus important, c'est toute la dimension culturelle de l'IA. En fait, on en parle constamment, c'est omniprésent dans les conversations. Je suppose que tout le monde ici utilise ChatGPT au moins une fois par semaine. Peut-être que vous connaissez Claude, peut-être que vous utilisez Mistral. Je dis une fois par semaine, mais si ça se trouve, le temps que je parle, là, depuis 20 minutes, certaines personnes ici ont déjà utilisé 4 ou 5 fois. On est très nombreux à utiliser l'IA, et dans le monde de la formation, on est encore plus nombreux. Pourquoi est-ce qu'on est encore plus nombreux dans le monde de la formation? Parce qu'il y a énormément de directeurs de formation, de programmes de fin d'études, par exemple de master, qui savent que leurs étudiants n'écrivent plus leur mémoire de fin d'études. Enfin, la proportion d'étudiants qui écrivent son mémoire de fin d'études aujourd'hui, elle est infinitésimale, elle est probablement inférieure à 10%, bien évidemment. Ou l'intégralité de son mémoire de fin d'études, ou alors une très grande partie de son mémoire de fin d'études, avec certaines parties qui sont paraphrasées juste pour passer les tests. Alors pour info, je vous le dis, aucun des tests de détection de textes produits par l'IA n'est aujourd'hui fonctionnel. Ce service-là n'existe pas aujourd'hui. Il y a des raisons à ça, on en parlera si vous voulez en parler. Donc il n'y a pas de test. Ça veut donc dire qu'un étudiant qui écrit son mémoire de fin d'études en utilisant Claude plutôt que ChatGPT, parce que Claude a des tics de langage différents auxquels tout le monde n'est pas familiarisé, eh bien la probabilité que ça se voit, elle est très faible. Et il le sait. Ou alors il va utiliser une IA qui sera un petit peu différente, qui sera moins connue, avec des tics de langage moins connus. Les tics de ChatGPT sont très connus, c'est le tiret, ce sont les majuscules au milieu des phrases, c'est le mot crucial, tout est crucial pour ChatGPT. Donc les éléments dont je vous ai donné là sont des éléments intangibles. Les mots utilisés par ChatGPT, ses styles rédactionnels, le registre langagier de ChatGPT qui est différent du registre langagier de Gemini. Ces éléments-là, que je vous donne là, ils ne sont pas mesurables, ils sont culturels. Parce qu'en fait, le changement que l'IA est en train de provoquer chez nous, c'est un changement culturel. C'est-à-dire que si vous êtes un organisme de formation, ne parlez pas IA sous l'angle des outils que vous devez développer. Parlez-en de manière culturelle, intégrez l'IA à vos processus, non pas en rajoutant des outils, mais en vous préoccupant de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut faire, et de ce que vos utilisateurs, vos apprenants font avec, en fait. L'IA, on ne peut pas juste se cacher en disant, bah voilà, il y a des gens qui l'utilisent, c'est comme ça. Dans les faits, c'est en train de changer profondément tous les processus pédagogiques. On n'est pas du tout sur un truc qui est juste un outil. En fait, quand je vous dis que les étudiants n'écrivent plus leur mémoire de fin d'études, c'est une réalité. Quand je vous dis que 90% des gens n'écrivent plus leur post LinkedIn, c'est une réalité. On est confronté à une vague qui est absolument massive, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on aurait pu embrayer directement sur tous les enjeux de robotique qui sont complètement liés à l'IA, puisque la robotique avant était dénaturée car elle était intrinsèquement vide. On construisait des robots, mais comment on les faisait réagir? En pluguant l'IA sur les robots, on arrive à une nouvelle ère de la robotique. C'est ce qui est en train de se produire, par exemple. Aujourd'hui, il y a des médecins à Saclay qui opèrent des enfants à Taïwan grâce à la robotique et grâce à l'IA. Enfin, les changements culturels sont absolument massifs. Il faut vraiment les garder en tête. Et le dernier point, c'est la question des compétences. Alors, je le dis constamment, et je parle à des responsables de projets de formation, de centres de formation, d'écoles universitaires, mais formez-vous. Ça peut paraître surprenant, mais l'enjeu des compétences il est de plus en plus crucial, c'est formez-vous. Vraiment, c'est apprenez à utiliser correctement un LLM, mais sachez un truc, c'est que là, on arrive sur un plateau avec les LLM. C'est-à-dire que les LLM, ce n'est pas la technologie de demain, probablement pas. Tout comme le téléphone, vous avez tous un téléphone, il est probable que dans 10 ans ou dans 15 ans, ce ne soit plus un téléphone qu'on utilise. On est en train de changer dans ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, et le LLM, il est construit plutôt comme une technologie qui va être transitoire. Okay, mais dans la réalité, aujourd'hui, c'est ça qui est dominant. Alors maintenant, j'espère vous avoir envoyé un signal fort, mais bon, évidemment, l'IA n'est pas une mode. Moi, je discute régulièrement avec des dirigeants et j'ai à plusieurs reprises des dirigeants qui m'ont dit quelque chose qui m'a fait tiquer. C'est pas un discours qui est rare en fait. Il y a beaucoup de dirigeants qui pensent que la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'attendre, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer
Donc il vaut mieux attendre et voir ce qui va se produire. Dans la réalité, l'attentisme sur l'émergence d'une technologie comme l'IA, qui est une vague, qui est en train de tout emporter, ce n'est pas la bonne stratégie, ce n'est pas le bon choix. Je vous le dis, le mieux, c'est de vous former à votre hauteur, mais formez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vous former à la technologie l'IA. Formez-vous aux usages, mais formez-vous parce qu'on n'est pas face du tout à une mode. L'agentique est en train d'arriver. Les voitures autonomes sont une réalité dans plusieurs villes américaines. Elles reposent sur ce type de technologie. Donc, vraiment, formez-vous. On n'est pas face à une mode, on est face à un changement sociétal majeur. Et les gens qui se forment, ils vont se former d'une manière extrêmement différente aujourd'hui, en comparaison à ce qui se produisait il y a 4, 5 ans, 10 ans. Enfin, la réalité du changement est vraiment là. Quand je parle de changement massif des mécanismes d'apprentissage, c'est parce qu'en fait, nous sommes face aujourd'hui à un changement massif du marché du travail. Le changement du marché du travail n'est pas, là encore, juste un épiphénomène. Dans la réalité, vous avez par exemple Accenture qui vient d'annoncer le licenciement de 12 000 consultants. Alors, il faut aller regarder exactement ce que Accenture a dit, et pas rester sur un post LinkedIn ou une information à la télévision. Qu'est-ce qu'Accenture dit en licenciant 12 000 consultants? Accenture, c'est 700 000 salariés. Accenture dit la chose suivante. Ils disent, on a 12 000 managers chez nous, donc des managers, ce n'est pas n'importe quel salarié. On a 12 000 managers chez nous qui ne sont pas IA compatibles. Le terme exact qui a été utilisé, c'est IA ready. On a 12 000 managers chez nous. Manager, c'est un niveau élevé. On a 12 000 managers chez nous qui ne sont pas IA ready. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas IA ready et on pense qu'on ne pourra pas les former pour qu'ils le deviennent. Accenture est responsable de ces mouvements. J'espère qu'il n'y a personne d'Accenture ici, autrement on ira boire un café. Mais Accenture est responsable de ces mouvements. Mais là, nous sommes sur un reflet majeur du changement du monde du travail. Microsoft a licencié 4% de sa masse salariale. Il y a une entreprise qui vendait des rapports à l'AFP qui avait 200 analystes. Ils en ont licencié 150 pour les remplacer par l'IA. Bon, depuis, ils sont revenus en arrière parce que ça a été catastrophique. Mais on est dans un monde de croyances aujourd'hui. Il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui pensent que l'IA et donc les systèmes multi-agents peuvent remplacer beaucoup. Dans la réalité, ce n'est pas ce qui se produit. Dans la réalité, ce qui se produit, c'est qu'on a une modification d'un très grand nombre de compétences et de métiers. Alors, quand on parle de compétences et de métiers, je vais terminer là-dessus, peut-être qu'il y aura des questions. Quand on parle de compétences dans une formation, en général, on distingue les macro-compétences, méso-compétences et micro-compétences. Quand on parle de métier, il y a un transfèrement entre ces notions-là et les notions de tâches. Micro-compétences, en général, il y a une adéquation avec les tâches. Ça veut donc dire qu'une formation qui forme à des macro-compétences, méso-compétences et micro-compétences, elle rend quelqu'un IA ready pour exécuter certaines tâches qui correspondent à un métier. Sauf que quand les métiers changent et que le marché de l'emploi se transforme, comment on fait pour concevoir plusieurs années à l'avance une formation qui délivrera les bonnes compétences, c'est-à-dire l'aptitude à réaliser les bonnes tâches pour un marché du travail qui est en train de se transformer? C'est-à-dire que si les centres de formation ne se mettent pas en adéquation avec le mouvement profond qui est en train de se produire actuellement, et moi je suis un ancien professeur d'une grande école, et je peux vous dire que nous on avait une inertie de 5 à 8 ans pour créer un programme de formation, et ce n'est pas rare dans les grandes écoles. Quand on a une inertie de 5 à 8 ans pour créer des grosses formations, alors que le marché du travail bouge beaucoup plus vite, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre ce que nous on est capable de délivrer et ce qui se produit vraiment. Et une formation atteint son plein potentiel en 2 à 3 ans. Il y a un décalage entre le moment où on la lance et le moment où elle s'exécute à plein. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec un merci. Je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, une petite information avant de répondre aux questions. L'ingénierie pédagogique a beaucoup changé ces dernières années. Enfin, vous le vivez, c'est votre quotidien. Elle a beaucoup changé. Le changement qui a eu lieu ces dernières années, on est beaucoup à estimer qu'il est assez faible par rapport à ce qui va se produire dans les 5 à 7 prochaines années. S'il y a des questions sur l'agentique, par exemple, on en parlera. On est vraiment sur quelque chose de majeur qui est en train de se produire. Je réponds maintenant à toutes les questions. Je suis désolé, je ne vous vois pas avec les lumières, mais je vous devine par là.
Le micro est ouvert, oui, il est ouvert. Ah, c'est bon, je vous entends. Le micro vert est ouvert. Éric Lemoine, House of Co-Design, je fais partie du consortium Les Performeurs. Ravi. Jean-Philippe, je vais hacker votre intervention. Ouais. Avec plaisir. Au deuxième étage, on présente un service qui s'appelle Tuto et qui permet d'apprendre en situation de travail sur la base de vidéos, tutos, avec des youtubeurs qu'on mobilise et des pros. Et la somme des deux, ça permet de fabriquer des contenus pour apprendre en situation de travail. Et en haut, on vous fait des démos de ce qu'on fait sur la rénovation des logements, donc ce qui correspond à du placo aussi, on en parlait tout à l'heure. Voilà, et de la boulangerie, puisque vous pouvez voir comment on dore des croissants, ou comment on se prépare en atelier, ou comment on va faire du pain au levain. Voilà, et on parle des néo-boulangers. Bon, voilà. C'est super. Alors, j'en profite, moi aussi. Il y a une croyance qui est très forte sur les usages de l'IA. Cette croyance, elle est très forte, elle parle essentiellement d'école blanc. Donc on parle beaucoup de transformation de l'IA dans les métiers de la finance, dans les métiers du management, du marketing, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les apports de l'IA dans les métiers manuels, dans les filières professionnelles, comme la plomberie, la boulangerie, la maçonnerie, sont absolument considérables. Je prends un exemple. On utilise l'IA pour détecter les fuites d'eau dans les communes. L'une des principales dépenses dans les communes, c'est l'eau qui fuit des tuyaux. Et l'un des principaux problèmes dans les communes, c'est que le réseau de circulation de l'eau, il se construit sur 20, 30, 50 ans. Et on ne garde pas forcément les plans et ils ne sont pas forcément à jour. Le résultat, c'est qu'il y a des zones dans la tuyauterie municipale qui n'est pas vraiment identifiable par les services de la mairie, et pourtant il y a des fuites. Alors avec l'IA, on arrive à mesurer des micro-variations de pression et de flux pour identifier les endroits où il y a des fuites d'eau, de manière à ne pas percer des trous partout, mais à percer les trous exclusivement là où la probabilité est la plus élevée. Pour un plombier, on utilise l'IA pour déterminer pour calculer les flux et donc les diamètres des tuyaux. Pour un boulanger, on peut utiliser l'IA pour calculer des temps de pétrissage optimal en fonction de la température et de l'humidité de l'air pour le levain, parce que le levain est hypersensible à ce genre de choses. Le levain, ce sont des ferments qui sont des ferments naturels. Bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dès qu'on a du calcul ou de la compilation de données trop compliqué pour notre petit cerveau, parce que je vous rappelle qu'on ne peut manipuler que 5 à 7 objets simultanément. L'IA, dans ce cas-là, elle est très utile. Il ne faut pas prendre l'IA sous l'angle métier. Ça, c'est une erreur de faire ça. Il faut prendre l'IA sous l'angle des tâches. C'est quoi les tâches que vous avez à accomplir? Et quand vous utilisez l'IA en fonction des tâches, là, vous pouvez remonter aux micro-compétences, méso-compétences, etc., aux compétences. Donc, il faut partir des tâches. Voilà ce que je voulais vous dire sur les boulangers et le levain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, c'est notre monsieur Ia de l'atelier. On va parler à Jean? Non, pas du tout en fait. Charles Yvar, projet TP Demain. Donc nous on intègre, juste en parenthèse pour aller dans le sens de ce que vous dites, on intègre l'IA dans la conception de contenu pédagogique sur des tâches bien particulières. Voilà, je ferme la parenthèse. Ma question ne porte pas là-dessus. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre les usages de l'IA et les impacts, notamment en termes de transition écologique, impact énergétique, impact en termes de matériaux, puisque l'IA, vous parlez de son intégration dans la robotique, ça veut dire que derrière, il y a des terres rares, il y a tout un tas de choses, il y a toute une industrie. Quand je vous entends, ok, je partage pas mal de choses de ce que vous dites. Il y a une dimension sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est les facteurs limitants, en tout cas qui pourraient limiter le déploiement de l'IA et qui seront liés justement aux contraintes des dimensions liées à la transition écologique. Ok. Alors, je vais commencer par la dimension écologique parce que je ne sais pas si vous connaissez Xavier Blot, c'est un des experts en France sur le sujet. On donne une conférence commune la semaine prochaine justement sur ce sujet-là. Il y a des éléments de croyance qu'il faut séparer des éléments réels. Je vais partir des éléments de croyance. Il y a effectivement une consommation énergétique absolument massive de tous les services d'IA. Ça, c'est indéniable, mais massive, ça veut dire quoi? Et c'est là où interviennent les croyances. Donc il y a énormément de croyances qui disent que globalement les serveurs ils consomment
l'équivalent de plusieurs fleuves par jour, ou ce genre de choses. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la chose suivante. Depuis l'arrivée du digital et l'arrivée des supercalculateurs, on est capable d'optimiser la circulation de l'énergie qui est produite par une centrale nucléaire ou une centrale électrique. C'est-à-dire qu'on avait des déperditions avant et aujourd'hui on est capable d'optimiser cette circulation de l'énergie. Donc on est capable aujourd'hui avec les technologies digitales de moins consommer d'énergie parce qu'on est capable d'optimiser les flux d'énergie. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, moi je n'ai pas encore lu d'études qui le qualifie exactement ça. Ce dont on a besoin, ce n'est pas une analyse de la consommation des serveurs, ce n'est pas une analyse de combien ça coûte une requête ChatGPT ou une requête Google. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est un solde net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les serveurs consomment énormément, sauf que le digital et l'utilisation d'une partie de ces données permet d'optimiser aussi la circulation de l'énergie. Quel est le solde net? Si vous avez une étude qui le montre, moi j'en serais ravi. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a aucune étude solide qui démontre le solde net de la consommation d'énergie et de l'optimisation des flux. Alors, a priori, on a une consommation qui est importante, mais importante comment en fait? Ça veut dire quoi? Ça, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas de vraie réponse en fait. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de calcul. Et il y a un autre problème, c'est qu'on a du mal avec les clés de répartition. En fonction des clés qu'on utilise pour le calculer, on arrive à des choses très différentes, donc je n'ai pas de réponse là. Sur les terres rares, on a un problème majeur là aujourd'hui. Sur les terres rares, c'est une réalité, on a un problème majeur. On n'a rien recyclé du tout ces 20 dernières années avec les téléphones portables. Vous avez tous combien de téléphones chez vous qui attendent dans un tiroir? 18 téléphones, 8 téléphones, hein? On change de téléphone tous les 2 ans, tous les 3 ans. Vous en avez combien chez vous des téléphones? Bon, ben, personne ne recycle quasiment en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, effectivement, sur les terres rares, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Hein. Aujourd'hui, soyons honnêtes, les terres rares en masse, elles sont au Chili et en Chine. Au Chili un petit peu, et en Chine, en Afrique, les terrains sont absolument dévastés par des majors, dont certaines françaises. Aujourd'hui, on n'a pas de j'ai pas de solution. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Hormis une prise de conscience mondiale, mais bon, on a vu ce que ça a donné au COP, hein. Il y en a une en ce moment à Belém, on voit ce que ça donne. Il n'y a pas de... Non, l'enjeu des terres rares est un truc absolument incontournable. Aujourd'hui, pas de... La solution, elle est étatique, en fait. Le troisième point, c'était quoi le troisième point? Ouais. Sur Ah oui, alors, alors ça aussi, on a des études, hein. On a un problème sociétal sur l'IA. C'est qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jacques Chirac parlait de la fracture numérique. Sur l'IA, c'est 10 fois plus. Mais c'est vraiment absolument considérable. Alors le truc est très simple. Moi, j'étais sur la waiting list de ChatGPT. Je faisais partie de ceux qui étaient au courant que ça allait sortir. On attendait, tous un peu fébrilement parce que les promesses étaient folles. Donc on attendait. Quand il est sorti, honnêtement, la première version 3.5, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ce n'était pas meilleur qu'un agrégateur de contenu. La première version 3.5, elle n'était pas bonne. Mais le truc magique, c'est on posait une requête et on avait une réponse dans un langage naturel. C'est ça qui était magique. Mais la qualité de la réponse n'était pas très bonne. Sauf que c'est monté en puissance. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont massifs. Hein. Après ChatGPT 3.5, on a eu 4. On a eu 4O, on a eu Turbo, et on a eu les modèles O ensuite qui étaient très bons. Et aujourd'hui, on a 5.1 chez OpenAI. Et il y a surtout Gemini. Donc Google a sorti Gemini 3 il y a 2 jours, qui est extraordinaire en termes de performance. C'est vraiment incroyable. Claude, qui était le meilleur et un peu à la traîne. Vous voyez ce que je viens de faire là? J'ai lâché au moins 70% d'entre vous. Qui est-ce que je n'ai pas lâché? Eh bien, bravo. Mais vous êtes 1 sur 2 à avoir levé la main. Et pourtant, mais c'est exactement mon point, ce que vous venez de dire. Répétez ce que vous venez de dire. Donc, vous êtes un public qui est beaucoup plus sensible à ce dont je parle que les gens dans la rue. Et pourtant, c'est 1 personne sur 2. Vous venez de sentir la rupture qui est en train de se produire dans la société, qui est réelle, qui est que, en fait, vous utilisez ChatGPT tous les jours, vous ne ressemblez pas du tout au quotidien des Français. Mais pas du tout, en fait. Hein. Il y a une statistique qui est sortie il y a peu qui montrait que ChatGPT était utilisé par 80% des gens en entreprise. J'ai pas vu le détail de la méthode, j'aimerais le voir, je suis pas certain. En tout cas, des gens dans la rue, c'est pas le cas. Moi, j'ai une amie qui est kiné, elle a jamais utilisé ChatGPT.
On en a parlé il y a peu, en fait, hein, donc ça me vient à l'esprit. Donc elle est éduquée, elle a un niveau d'études qui est élevé, hein, elle exige de l'éducation de ses enfants, elle lit beaucoup, elle ne l'a jamais utilisée. La fracture, elle n'est pas intellectuelle, elle est presque cognitive, en tout cas elle est sociale, très fortement. Donc oui, il y a une fracture et elle va s'accroître si on ne fait rien pour former les gens, vraiment. Alors je crois qu'il y a 2 questions, il y a une première question juste ici, et ensuite c'est vous. Je vous écoute. Je crois qu'il n'est pas... C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon Oui. Borsmeyer, ministère de la Transition écologique. Alors, je ne vais pas prétendre challenger l'expert de l'IA que vous êtes, parce que je ne suis pas un expert de l'IA. Mais je voudrais quand même réagir... Vous êtes un expert de l'écologie. Je voudrais quand même réagir sur la question du solde net, qui est une vraie question qui se pose depuis le début dans la MICMA. C'est-à-dire, tous les projets à MICMA ont vocation à être convergents avec la transition écologique, mais par ailleurs, ils ont des impacts. Et donc, quel est le solde net de tout ça ? Je comprendrais ce que vous dites sur le fait que l'IA va nous permettre d'optimiser la dépense énergétique et de minimiser la dépense énergétique. Mais en réalité, c'est pas ça. Mieux fléché. En réalité, c'est pas ça. L'IA aujourd'hui ne sert pas d'abord à ça. Elle sert à tout un tas de choses, y compris beaucoup de, j'allais dire un gros mot, mais beaucoup de bêtises, beaucoup de choses inutiles, et pas du tout à optimiser les systèmes énergétiques. Donc, c'est un petit bémol par rapport à votre objection sur le solde net, et j'irai un peu plus loin. Je vous sens peu critique sur l'usage de l'IA. Or, en fait, derrière, une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va nous vendre ? Qu'est-ce qu'on va nous pousser à faire avec l'IA ? Qu'est-ce qui nous conduit à l'utiliser de plus en plus ? Et là, je pense que, et c'est là où le problème sociétal se pose, c'est que ce n'est pas nous qui décidons cet afflux massif de l'usage de l'IA, et on va nous pousser, et vous le savez bien, non pas à des usages pertinents et performants de l'IA, mais à des usages qui visent à toute autre chose. C'est une très bonne question. Alors, il y a 2 points qui sont très importants. Peut-être garder le micro parce que je vais vous répondre. 2 points qui sont très importants. Le premier point dont vous parlez, c'est l'usage de l'IA, et le deuxième point qui est très fort derrière ce que vous avez dit, vous ne le dites pas, mais c'est très fort, c'est quelles sont les entreprises qui sont derrière. Bon, alors, soyons très clairs, aujourd'hui dans le monde, il y a 5 majors. Il y a 5 majors. Le problème est vite réglé. Il n'y en a aucune française. Mistral n'est pas une entreprise française. Ça, c'est important de garder en tête. Mistral n'est pas une entreprise française. Mistral était une entreprise française. Elle est créée de droit français parce qu'elle est sur le territoire français, mais depuis 2 ans, elle n'est plus de capitaux français. Mistral, les capitaux de Mistral sont des capitaux qui sont principalement américains, et la dette de Mistral est possédée par des entreprises américaines. Donc il y a une dimension souveraine qui est absolument indispensable, mais est-ce que cette dimension souveraine, elle a fait que Mistral est resté une entreprise française? Eh bien non, au 3e tour d'investissement, Mistral n'a plus été une entreprise française. Alors, si on prend le principe légal qui est le lieu du siège, le pays du siège, Mistral est une entreprise française. Si on regarde l'autre analyse pour déterminer la nationalité d'une entreprise, qui est de regarder la structure des capitaux, Mistral est plutôt aujourd'hui une entreprise américaine. Donc c'est le premier point. Je partage votre inquiétude là-dessus. On a un problème qui est majeur, mais ce problème-là, c'était le même qu'avec Facebook. C'est le même qu'avec Google, c'est le même qu'avec Amazon, c'est le même d'une certaine manière de l'autre côté de la planète avec Shein. On a un problème majeur, c'est qu'en Europe, on ne fabrique pas des entreprises qui deviennent des majors. On ne le fait pas. On crée des entreprises qui sont ensuite rachetées. On avait Hugging Face, qui était très performant, qui est aujourd'hui localisé à New York. Donc on crée des entreprises, mais elles partent. On sort du sujet quand même des centres de formation là, et de la pédagogie. Mais c'est quand même quelque chose qui est important. Deuxièmement, est-ce que dans une intervention comme celle-ci, je peux partager avec vous tout l'aspect critique de l'IA? Je vais partager un élément qui est peut-être quelque chose qui fait partie de vos préoccupations. Vous me direz, d'accord? C'est quoi une IA? Parce qu'on parle d'IA générative, là, mais on n'a pas défini, hein. Je n'étais pas censé intervenir ici, mais une IA, c'est 2 choses. Une IA générative, d'accord? C'est 2 choses. C'est un modèle fondation et une structure de données. C'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est un modèle, le PT, c'est pour pre-trained. Une IA, c'est un modèle qui est pré-entraîné
avec des données. Un modèle d'IA tient sur un document de 300, 500, 700 pages. Globalement, un modèle d'IA, ce sont des relations entre des variables et chaque variable correspond à un nombre de paramètres. Par exemple, pour que quelqu'un soit content, il faut que je lui fasse un sourire. Ça, c'est un paramètre. Okay, sauf que là, avec les IA qu'on utilise, on a des milliards de paramètres, des centaines de milliards de paramètres. Donc c'est ça une IA. Et une IA, elle est entraînée. Entraînée, ça ne veut pas dire qu'on constitue une base de données dans laquelle, quand on pose une requête, l'IA va chercher une information. Ça veut dire qu'en fait, il y a une base de données et quand on lance une requête, un prompt, il y a une information qui est produite. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Midjourney ici. Midjourney qui est un générateur d'images. Quand vous lancez un prompt dans Midjourney, vous générez une image. Cette image n'a jamais existé. Elle a été produite à l'instant où vous l'utilisez. Elle n'a pas été cherchée dans une base de données. Et là, on arrive au problème majeur de l'IA, majeur. Où ont été cherchées les données? D'où est-ce qu'elles viennent? Les entreprises majeures de l'IA sont les entreprises américaines. Alors, je vais prendre un exemple très très simple. ChatGPT a été entraîné avec la base de données des dialogues des films d'Hollywood depuis 1956. Alors, on l'a un peu moins l'effet maintenant, mais jusqu'à la version turbo, parfois, quand on discutait avec ChatGPT de manière un peu longue, il y avait des tics de langage qui étaient un peu surprenants. Des trucs un peu anciens ou des trucs un peu comme si c'était mal traduit, en fait, de l'anglais mal traduit. C'est parce qu'en fait, OpenAI avait besoin de données pas chères et de données massives. La base de données des dialogues des films américains depuis 1956 était une base de données de dialogue soi-disant naturelle qui permettait d'alimenter un logiciel qui était construit sur la conversation. ChatGPT serait aujourd'hui très très différent si on avait utilisé la base de données des dialogues de films français ou européens depuis 1956. La nature des données affecte le fonctionnement des IA. La nature des données, c'est un argument de domination culturelle. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous utilisez un certain type de données, quand nous, on utilise l'IA, on a accès à un certain type d'information, et une information n'est rien si elle n'est pas contextualisée dans un contexte. Et ce contexte, c'est plutôt le contexte de données plutôt américaines, qui sont les bases de données de dialogue, mais aussi Reddit, mais aussi Wikipédia, plutôt la version américaine, plutôt des bases de données qui ont un très fort ancrage aux États-Unis. Donc oui, effectivement, là, on a un danger qui est majeur, et c'est pour ça qu'il faut se former à l'IA pour avoir conscience de ces biais. J'utilise le mot biais, mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc il faut se former pour avoir conscience de ça, parce que quand on en a conscience, on peut plus facilement contextualiser et analyser un résultat qu'on va obtenir, et on peut plus facilement aussi nous-mêmes utiliser ces IA de façon, je dirais, consciente. Voilà. Donc c'est ambivalent en fait, c'est beaucoup plus ambivalent qu'on pourrait le croire. Il y avait une question là, je suis désolé. Je sais pas. On l'écoute. Oui. Bonjour. Merci pour votre intervention passionnante. Merci à vous. Moi, je m'appelle Dimitri Alchagidis. Je suis chef d'un projet à ONIA qui s'appelle Sorbonne AI. Et je travaille pour le centre pour Sorbonne Center for Artificial Intelligence, le Sorbonne Centre pour l'intelligence artificielle. Et est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Oh, j'essaye de... Excusez-moi. C'est bon. Parce que j'entends ma voix. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le cas de formation. Formation dans un avenir proche. Parce qu'il y a 3 jours, on était invité à Paris, dans le 8e arrondissement, chez... Parlons un de 5 grands américains, pour ne pas une des majors. Un des 5 majeurs. Et lors d'un dîner, d'un accueil splendissime d'ailleurs, le temps qui s'est félicité autour de 400 milliards de dollars qu'ils ont ramassés dans une semaine ou dans 10 jours d'action. Ils se sont félicités et un de nos collègues dit, je vais le dire en anglais parce qu'on discutait en anglais, de toute façon moi je viens de l'autre côté de l'Atlantique, alors and they said, one of my colleagues said, oh, so AI is a game changer.
Et tout le monde, alors l'IA, c'est un changeur de jeu, je ne sais pas comment le dire, c'est un game changer. Je ne sais pas comment le traduire exactement en français. Oui, exactement, le règle du jeu. En bon Jean Renoir. Oui, merci. et tout le monde s'était autour de la table. Et le chef, parlons d'un chef de toute façon, il dit I know, I'm sorry. AI is not a game changer. AI is the game. Ouais. Alors, moi, je vous fais ces projections. J'aimerais bien bear with me en bon français. Alors, suivez-moi un tout petit peu. Parce que dans les formations ou dans les choses, moi je représente Sorbonne Université, je représente Sky, alors le Sorbonne Center for Artificial Intelligence. Et une des vocations indispensables de l'université tertiaire dans ces pays-là, en Europe également, hélas, je ne sais pas combien aux États-Unis maintenant, moi je viens de Cornell, c'est le volet éthique. Ouais. Et l'éthique, je vais me permettre de dire une chose, ce n'est pas du tout une reproche. Je pense que c'est une vitesse accumulée chez vous également. Ça n'a été pas du tout mentionné ici, du tout, même pas une seule fois. Vous n'avez pas prononcé le mot éthique, du tout. Ouais. Ça, c'est la première chose que je constate. La deuxième chose que je constate, c'est que c'est un de ces 5 majeurs. L'éthique manquait de toute allure de discussion qu'on avait autour de cette table. Ouais, pas seulement au niveau de discussion, mais au niveau, crucialement, chers collègues et chers messieurs et mesdames, de la mentalité dans laquelle ils s'appropriaient et ils se projetaient par rapport aux formations IA, par rapport à ce qu'on va apprendre à nos enfants, par rapport à... Alors, je vais vous répondre sur ces 2 points. Je vous remercie. Très important. Non, mais parce qu'en fait, là, vous soulevez un truc. Est-ce que vous vous souvenez quand Facebook a été lancé? Vous vous souvenez de l'année? Ça parle à quelqu'un? La date de lancement de Facebook? Presque. 2004, exactement. Facebook a été lancé en 2004. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé lorsque Facebook a été lancé. Peu de temps après, il y a une forme de synchronisation. Il y a Google qui a lancé Gemini. Google a lancé Chrome et Google a lancé Gmail. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a eu l'arrivée des réseaux sociaux et le début de la publicité en ligne? C'est très simple, en fait. On a les majors américaines qui se sont affranchies de toute règle éthique et qui ont emporté tous les marchés, écrasant tous les concurrents potentiels sur le chemin. En Europe, on a mis une quinzaine d'années à légiférer pour contrôler ça. Lorsque l'IA a commencé à arriver, il y a 3 ans, l'un des enjeux qu'on avait, c'était d'arriver à contrôler ça pour que les majors américaines ne nous refassent pas le coup qu'elles nous avaient fait avec la publicité en ligne 20 ans plus tôt. En fait. Aujourd'hui, on est dans la même situation. On est aujourd'hui dans la même situation que nous étions aux alentours de 2002-2006, il y a donc une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le seul moyen d'introduire de l'éthique dans ce qui est en train de se passer actuellement, c'est d'être nous des citoyens éclairés, en fait, et nous des décideurs éclairés, parce qu'en fait, on sait déjà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un écrasement de la concurrence sur la publicité en ligne, et il y avait des entreprises françaises à l'époque qui ont été écrasées. Donc aujourd'hui, l'alternative, elle est là, en fait. C'est qu'on sait ce qui est en train de se produire. Donc, quand vous dites l'IA, ce n'est pas un game changer, l'IA, c'est le game, dans la réalité aujourd'hui, les business models orientés IA sont en train d'écraser toutes les alternatives qu'on avait. Il faut vraiment avoir conscience de ce qui est en train de se produire actuellement. Là, on est face à un rouleau compresseur technologique qui est alimenté par une masse de données absolument considérable. La première entreprise mondiale possesseuse de données personnelles des citoyens du monde, c'est Google. Et Google a un rouleau compresseur pour alimenter son IA. Donc Google a été un diesel, ils ont été lents au démarrage. Les premières versions de Bard étaient catastrophiques. J'étais à la présentation à Paris, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, Gemini 3, c'est une machine de guerre, vraiment. Voilà pour l'éthique. Je crois que vous aviez une question, il me semble. Oui, c'est... Je suis désolé, vous avez levé la main plein de fois. Oui, non, mais je vais revenir à des choses très pragmatiques dans le monde de la formation.
Vous avez dit tout à l'heure que 80%, 90% des étudiants utilisaient l'IA de manière régulière et pour leur mémoire et autres. Alors, je crois que vous le savez, mais 80 à 90% des formateurs, j'ai gardé quelques enseignements encore dans une école d'ingé, je peux vous dire qu'on utilise l'IA évidemment pour préparer nos contenus, pour les faire, pour les générer, pour les améliorer, etc. Évidemment. Et la remarque et la question est double derrière. La première, il y a une question à nous, dirigeants d'organismes de formation. C'est au fond le temps qu'on gagne. Parce que si je suis allé sur l'IA, comme mes collègues, c'est parce que ça me fait gagner du temps et que ça m'amène à avoir des contenus plus faciles et plus qualitatifs. Mais c'est surtout que ça me fait gagner du temps. Ça, il faut être clair. Quand on le maîtrise un petit peu, ça va assez vite. Parce que c'est pas aussi uniforme que ça. Il y a des études qui montrent... quand même. Les derniers salons de la formation et de technologie auxquels j'ai pu assister, etc., discuter avec les collègues, faut arrêter d'être hypocrite. Si on l'utilise, c'est que ça nous fait gagner du temps et que derrière. La vraie question qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps en tant que dirigeant? Est-ce que ce temps qui est gagné par nos collaborateurs et qu'on sait très bien, on leur rajoute des charges de formation et de l'ingénierie à produire, ou est-ce qu'on en fait autre chose qui s'appellerait peut-être, c'est une illusion, mais on ne sait jamais, ça pourrait arriver, de l'accompagnement étudiant, de l'humain dans le système, etc. Parce qu'il y a une vraie question autour de l'utilisation de ce nouvel outil, qui est, ma foi, plutôt pas mal, sur, voilà, qu'est-ce que nous, l'impact en tant que dirigeants et en tant que les décisions qu'on doit prendre en management. Et la seconde chose qui me semble essentielle, c'est que derrière, aujourd'hui, vous parlez des IA générationnelles, mais il y a les IA générationnelles transformers qui arrivent avec derrière le langage naturel beaucoup plus fort et l'analyse même de nos comportements, qui sont plus sur les mots prédictifs, mais même sur les phonèmes, etc. Et on arrive à un phénomène, c'est qu'on projette, en tout cas les étudiants aujourd'hui, que je vois travailler régulièrement avec ça, arrivent à projeter des sentiments même sur la machine. Or, un de mes collègues me disait « Je suis gentil avec l'IA parce que quand ils prendront le pouvoir, j'espère qu'ils s'en rappelleront. » Alors, c'est juste une illusion totale, c'est une machine, c'est que du calcul, et il n'y a jamais rien eu d'humain derrière. Mais par contre, psychologiquement, si on ne forme pas nos étudiants et si on ne prévient pas que ce n'est qu'une machine et qu'il n'y a aucun sentiment derrière, on peut aller vers des vraies catastrophes psychologiques. Donc, il y a la posture du formateur et la posture de l'apprenant. Alors, trois choses dans ce que vous dites. Alors, le vrai nom d'IA générative, c'est LLM, mais LLM, ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Transformer. Un Transformer est un logiciel statistique qui est capable de prévoir le mot qui suit une suite de mots. Il ne le fait pas de manière intelligente, il le fait statistiquement. Par exemple, si vous tapez dans un Transformer, ChatGPT par exemple, vous tapez « le chat saute sur », il peut vous dire la souris, s'il a été alimenté avec ces données-là, mais ça peut être « il saute sur le rocher », en fonction de la nature des données avec lesquelles il a été entraîné. S'il a été entraîné avec des textes classiques, il va utiliser un autre mot que s'il a été entraîné avec des dialogues de films dont je vous parlais. Okay. Donc ça, c'est la base. Et ce qu'on appelle les LLM, ce sont les modèles langagiers large language model. Bon, le terme langagier est moins utilisé maintenant, c'est celui qu'on utilisait à l'origine. Bon. Donc ça, ce sont des transformers. C'est une partie de l'IA qui est, en termes de popularité, la plus importante. En termes de domaine de recherche, pas forcément le plus important. Parce qu'en fait, les IA, pour qu'elles apprennent, il faut avoir des modèles d'apprentissage. Donc il y a plein de modèles d'apprentissage. Il y a les modèles concurrents, par exemple. On met 2 IA en parallèle. Vous savez comment il a été entraîné, ChatGPT? La première version, 3,5. Elle a été entraînée au Kenya. Alors, il s'est passé un truc très très simple, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Comment on fait pour entraîner une IA? En fait, imaginez, vous avez une IA, vous lui donnez une photo de chat. Vous lui demandez qu'est-ce que c'est? Elle va vous donner une réponse. C'est un chat ou un lapin. Mais comment elle fait pour être sûre que c'est un chat ou un lapin? Il faut un homme, il faut quelqu'un. Donc au Kenya, ChatGPT, OpenAI, a recruté un très grand nombre de superviseurs qui étaient payés une misère et qui devaient juste cliquer sur oui ou sur non. Donc on donne une photo de chat à la machine, on lui demande qu'est-ce que c'est, elle répond. Si elle dit chat, l'opérateur cliquait sur oui, et si elle disait autre chose, l'opérateur cliquait sur non. Ça s'appelle de l'apprentissage supervisé. Aujourd'hui, on a plein d'autres techniques.
On peut mettre de l'apprentissage en concurrence, c'est ce qu'on utilise pour entraîner les machines qui jouent aux échecs. Enfin, on a plein d'autres techniques. Le machine learning est une des voies les plus prometteuses aujourd'hui en IA pour une raison simple. Vous avez peut-être vu que Yann Lequin a quitté Facebook il y a 2 jours. Donc ça, c'est une information qui est majeure, hein. C'est quelque chose de majeur, hein, vraiment. Hein. Pour une raison très simple, c'est que Facebook, donc Zuckerberg considère que les LLM, c'est l'avenir. Aujourd'hui, on a plein d'études qui montrent que les LLM arrivent à un plateau. C'est-à-dire que la performance marginale, la performance additionnelle des nouvelles versions de LLM n'est pas aussi importante qu'on l'avait. Aujourd'hui, la variation entre Gemini 3 et Gemini 2 n'est pas aussi élevée que la variation entre Gemini 2 et Gemini 1, par exemple, de manière résumée. Donc aujourd'hui, on va arriver à une nouvelle génération. Donc le temps que ces LLM, comme nous le disions tout à l'heure, se propagent dans la population, il y aura déjà une nouvelle technologie d'IA qui sera plus performante. Mais on a des pistes assez sérieuses de découverte alors ce n'est pas avec les LLM, c'est avec le machine learning, de découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux antibiotiques. Aujourd'hui, il y a du machine learning sur la recherche de nouvelles protéines issues de champignons qui pourraient soigner certains cancers. Vous l'avez peut-être vu à la télévision, il y a 2 ans, il y a eu un jeu qui a été diffusé à CCTV, c'est la chaîne nationale en Chine. Ils ont mis des radiologues en concurrence avec des IA pour identifier des radios de cancers à petites cellules. Les cancers à petites cellules sont les cancers du poumon, où les cellules sont tellement petites qu'en fait, un œil humain ne peut pas les voir ou les voit très difficilement. Eh bien, on a eu des résultats qui étaient vraiment spectaculaires. C'est que des radiologues qui faisaient ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, identifiaient environ 60 à 65% des radios, alors qu'avec les IA, on était au-dessus de 80%. Vous voyez, en fait, on a un problème avec les IA parce qu'elles sont invasives dans nos vies privées, ça c'est une réalité. Mais on a aussi un atout, c'est qu'aujourd'hui, on va découvrir de nouveaux médicaments et on va découvrir de nouvelles techniques pour soigner les gens. Et puis on va découvrir aussi de nouvelles façons d'apprendre, parce que l'apprentissage a une très forte dimension cognitive. On n'apprend pas tous de la même manière. Alors on n'en a pas parlé, moi j'aurais aimé qu'on en parle, mais on n'a pas parlé des learning skills par exemple, ensemble. Learning skills, c'est chacun apprend d'une manière différente, et pour chacun, le mécanisme d'apprentissage est une combinaison de 6 à 8 learning skills différents. Okay ? Avec les IA, on peut adresser un apprenant exactement sur ces learning skills. Ce que nous, en tant qu'enseignants, moi j'ai enseigné pendant plus de 30 ans, j'ai formé plus de 10 000 personnes, c'est quelque chose que je suis incapable de faire en étant un professeur expérimenté. Je peux adresser 1 à 2 learning skills, mais je ne peux pas tous les identifier, je ne sais pas faire ça. Des machines savent faire ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu... je suis désolé, on en parlera après. Ça sera pour l'après en tout cas. Ça sera pour après. Merci beaucoup. Merci Faites à du vous. bruit pour Monsieur Timsit. Merci de votre accueil, hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça a été un plaisir.